Bonjour tout le monde. Suite au dernier sondage, vous avez choisi de découvrir le peintre Caravage. Partons alors aujourd'hui à la découverte de cet artiste à l'atmosphère particulière qui ne vous est certainement pas inconnue. Ces femmes et ces hommes, campés dans des intérieurs sombres et familiers, vous invitent à rentrer dans les bas-fonds de Rome, dans les tavernes et à devenir acteurs de cette vie de débauche. Car non, il ne s'agit pas de présenter la Rome fastueuse de ce XVIIe siècle, mais celle du vice et de l'inconvenance, une vie du quotidien, celle du Caravage et de ses suiveurs, tels que Bartolomeo Manfredi, Guido Reni, Valentin de Boulogne, Nicolas Régnier ou encore le célèbre Georges de la Tour. Caravage, de son vrai nom Michelangelo Merisi, est considéré comme l'un des plus grands peintres du XVIIe siècle, tandis que la peinture caravagesque, elle, supplante le maniérisme de cette fin du XVIe siècle et laisse place à une nouvelle réalité, le visage sombre et violent d'une vie quotidienne, parfois métamorphosée en composition religieuse ou mythologique. En voyant ces peintures, vous avez pour habitude d'y reconnaître une composition où le fond sombre et le clair-obscur se marient aux gestes décadents et parfois violents des figures peintes. Plus qu'une représentation, il s'agit alors d'une typologie bien particulière s'appliquant à la quasi-totalité des créations caravagesques. Mais alors, à quoi pouvons-nous reconnaître ces peintures si singulières ? Caravage, né en 1571 à Milan, marque le coup d'envoi d'une réaction face à un art qui s'essouffle, le maniérisme. Face à lui, les Caraches, trois frères qui, tout comme lui, s'élèvent contre cet art en prenant un aspect plus classique, inspiré de Raphaël. Caravage remet en question les principes de la construction d'une œuvre d'art. Il possède un goût prononcé pour l'instant et les jeux de lumière aux effets de clair-obscur, que nous pouvions déjà observer chez Titien dans son couronnement d'épines de 1542 ou encore chez Antonio Campi dans son œuvre La visite de l'impératrice en 1584. Caravage débute sa formation de peintre dans les années 1584 auprès de Simone Peterzano, qui fut lui-même élève de Titien. Caravage aurait alors 13 ans et fut aidé par son père, architecte décorateur du duc de Milan. Nous ne connaissons que peu d'éléments sur sa formation et sur sa vie en général, bien mystérieuse, où seule sa mort prématurée à l'âge de 39 ans, dans des conditions encore contestées aujourd'hui, nous ramène à son parcours tumultueux. Sa vie fut rythmée de nombreux bouleversements et de déplacements en raison de son tempérament violent. En effet, l'année 1606 fut l'année de sa fuite vers Naples après avoir assassiné un homme, qui aurait probablement triché lors d'une partie de jeu de paume, ce qui suffit à profondément énerver l'artiste. Cependant, c'est bien à Rome que Caravage commença sa carrière d'artiste. Rome fut un choix judicieux que de nombreux autres peintres choisirent en raison de son contexte politique et économique. Rome était en effet la capitale des arts, capitale culturelle et siège de la papauté. À Rome, le maniérisme domine. La figure d'Annibal Carracci, choisie pour décorer la célèbre galerie Farnèse, intrigue, mais devient rapidement appréciée pour sa copie de l'antique et ses références à Raphaël. Suite à plusieurs maladies, probablement la peste, Caravage trouva refuge chez le cavalier d'Arpin, dit aussi Césari, prodige de la peinture et favori de la cour papale. Ce dernier fut à l'origine de la rencontre fortuite entre de riches amateurs romains et Caravage, hommes qui deviendront mécènes favorables à l'œuvre du jeune Michelangelo Merisi. Il finit alors au cours des années 1600-1606 à obtenir une série d'importantes commandes religieuses, notamment le célèbre cycle de Saint Matthieu à Saint-Louis des Français à Rome, où il affirme une toute nouvelle conception de la représentation de l'histoire. En effet, il lui était demandé d'orner la chapelle Contarelli, du nom du cardinal commanditaire qui souhaitait un décor en l'honneur de son saint patron, Saint Matthieu. Pour ce faire, 3 monumentales œuvres, qui sont Saint Matthieu et l'Ange, le martyre de Saint Matthieu et la vocation de Saint Matthieu. Pour la petite anecdote, sa première version de Saint Matthieu et l'Ange fut refusée. Son approche stylistique fut rapidement contestée par la trop grande proximité régnante entre les deux figures. Je vous laisse le constater par vous-même.
La deuxième version répondait davantage à la volonté des hommes d'église, notamment dans un contexte de contre-réforme religieuse où l'art se devait de respecter quelque peu une iconographie particulière, à savoir la figuration de 2 registres, un registre inférieur dit terrestre, puis un registre supérieur dit céleste, où le divin semble accompagner ici Saint Matthieu sans ambiguïté. Il est vrai que la plupart de ces peintures justifient une approche dramatique, quel que soit le sujet. Prenons l'exemple phare de Judith et Holoferne, mondialement connu pour sa violence et sa trivialité. Caravage choisit un thème de l'Ancien Testament, où Judith tranchait la tête du tyran assyrien. De nombreuses analyses démontrent le fait que la jeune femme était au départ peinte les seins nus. Caravage aurait alors ajouté un voile pour pallier à une trop grande provocation. Judith est accompagnée d'une vieille femme servante à l'expression cruelle. L'artiste utilise très souvent cette opposition d'âge, qui sera par la suite remployée dans les œuvres caravagesques. Il reprend ainsi les très nombreuses études faites de Léonard de Vinci conservées à Milan. Concernant les thèmes récurrents dans la peinture de Caravage et ses suiveurs, car oui, Caravage n'a pas eu d'élèves, mais bien des suiveurs, nous retrouvons les tricheurs ou la diseuse de bonne aventure. Dans ces tricheurs de 1595, 3 figures sont peintes dans un espace indéterminé. Ils semblent jouer aux cartes, tandis qu'un homme est en train de tricher. Caravage place le spectateur comme voyeur. Nous assistons généralement toujours directement à la tricherie, sans même que les autres personnages ne s'en doutent. La disposition des éléments nous invite à rentrer dans l'œuvre et à nous convier à ce jeu. Ce principe est propre au peintre caravagesque, qui souvent nous invite à juger directement ce caractère moral des personnages. Valentin de Boulogne, peintre français et suiveur de la méthode caravagesque, réalise le même procédé dans sa diseuse de bonne aventure. À la fin de sa période romaine, Caravage va représenter beaucoup de figures seules et de saints isolés. On parle alors de figura sola, tel que nous pouvons le voir dans son Saint Jean-Baptiste qui fut parfois identifié comme étant Isaac. Inspiré de Michel-Ange dans la position et la musculature de l'homme, nous retrouvons ce cadrage resserré, ce clair-obscur et cette attention particulière donnée aux détails, contribuant à la puissance de la scène représentée. Ces figures de saints participent également à cette typologie de peinture, comme le Saint François en méditation de 1606 du Palais Barberini. Entre Naples et Malte, suite à sa fuite, sa production s'assombrit. On pourrait presque parler de ténébrisme, probablement en lien avec sa situation personnelle. Son Saint Jérôme, écrivant de 1608, en témoigne, où le décor de la scène se limite désormais au fond sombre, quasiment noir, au drapé rouge ainsi qu'au crâne déposé sur une table dans la partie inférieure droite de la composition. Ainsi, vous l'aurez compris, la peinture de Caravage et celle des peintres caravagesques s'articulent selon une organisation bien précise. Généralement, un cadrage serré, avec une action resserrée, des figures sur un fond neutre, plutôt sombre, généralement coupé à mi-corps. Un éclairage latéral, un clair-obscur qui empêche souvent toute construction rationnelle de l'espace. Il renforce alors le caractère tragique de la scène. La plupart du temps, des sujets du quotidien sont évoqués. Les sujets des bas-fonds de Rome, tels que des scènes de taverne, de tricheurs, de diseuses de bonne aventure, mais plus largement, des thèmes qui sont alors repris à la mythologie et à la chrétienté, où le drame est poussé à son paroxysme. Caravage n'a pas eu d'atelier, donc pas d'élèves, mais uniquement des suiveurs qui vont être influencés et reprendre l'esthétique caravagesque. L'éclat provoqué à Rome par les premières grandes peintures religieuses de Caravage dans les années 1600 inaugure cette nouvelle manière de peindre et fit qu'il devint un exemple à suivre pour les jeunes artistes. Le mouvement caravagesque apparaît alors dans les années 1620 comme étant le premier courant de peinture européen après le maniérisme avec Georges de la Tour en Lorraine, Hontorz à Utrecht, Meino et Giuseppe de Ribera en Espagne, à Naples et Staumer en Sicile. C'est uniquement dans les années 1610 que Bartolomeo Manfredi met en place cette domestication de l'art de Caravage avec ce qu'on appellera la Manfrediana Methodus. Il y a peu, un tableau de Caravage a été découvert en 2014 dans un grenier. Encore et toujours, il représente ce thème qui lui est cher de la décapitation avec Judith et Holoferne. Il sera vendu en juin prochain aux enchères à Toulouse. Caravage est aujourd'hui un peintre mondialement connu.
Cependant, sa redécouverte ne date seulement des années 1950, grâce à Roberto Longhi, historien de l'art. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour ceux qui s'intéressent au sujet et qui voudraient aller un peu plus loin, je vous conseille de lire le catalogue d'exposition Les bas-fonds du baroque organisé par le Petit Palais en 2015. Comme toujours, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, commenter, partager et attendez-vous à un maximum de vidéos sur la chaîne pour les prochains mois. Je vous dis à très bientôt.